Bonjour. Pour surmonter cette situation, que pensez-vous de la dénationalisation de la langue française ou du concept de la littérature au monde en français au détriment du concept de la littérature francophone? Alors, la littérature monde a été un moment intéressant, je trouve, quand ça a été lancé dans les années 2000, au milieu des années 2000, pour contrer précisément l'idée que la langue française ne s'écrivait pas uniquement en France et que ce qu'on appelait la francophonie avait aussi pour cœur tout un ensemble de pays qui avaient le français comme langue, souvent qui est arrivé par la colonisation, mais que ces pays ont pris en charge, ont transformé, ont adapté à leur réalité, à leur grammaire, à leur façon donc de voir et de penser le monde. Et il est important, je pense, de rappeler qu'une grande part de la vitalité de la création littéraire en français se faisait aussi hors de l'espace francophone. Maintenant, ça a été une étape. Il faut aller à une étape plus loin, par exemple, je crois, en essayant de montrer aussi que dans ces pays dits francophones, il y a aussi d'autres langues qui sont parlées, que ces autres langues peuvent donner lieu à des créations et que ces créations ne sont pas en opposition toujours avec ce qui est créé en français. Donc il faut, je pense, aller à une étape beaucoup plus forte qui est celle d'une forme d'hybridation littéraire, d'hybridation esthétique et d'hybridation ou au moins de dialogue des imaginaires et des cultures. En fait, ce qui est toujours problématique, c'est quand une langue écrase d'autres langues dans un pays donné, ou que l'on en arrive à croire que seule une langue a le monopole de la création et donc de la noblesse littéraire, parce que ce n'est pas le cas, ce qui me renvoie à des problèmes aussi très personnels, très intimes sur la langue d'écriture. J'espère qu'un jour j'arriverai à écrire dans les langues que je parle, les langues du Sénégal, je veux dire. Voilà, le Serer ou le Wolof, par exemple. Ce sont des langues, des projets que j'ai et qui ne sont pas du tout en contradiction avec le français. C'est pour moi ça le sens de ce qu'on appelle la francophonie. Voilà. Mais évidemment, comme Sénégalais, si je n'avais pas parlé français, je n'aurais peut-être pas lu un certain nombre de textes importants dans ma bibliothèque qui sont arrivés parce qu'ils ont été traduits en français et pas en Wolof ou en Serer, par exemple. Mais précisément, il faut maintenant lutter pour que tous ces grands textes-là puissent arriver dans les langues nationales du Sénégal, mais comme dans d'autres langues d'autres pays africains francophones aussi, qu'elles puissent être traduites en lingala, qu'elles puissent être traduites en serer ou en soninké ou en bambara, etc. etc. Je voudrais savoir si, quand vous rédigez en français, vous vous sentez à l'aise avec une langue maternelle ou si vous ressentez quelques réticences ou une difficulté particulière? Alors, c'est toujours chez moi très, très mêlé. Comme je parle français depuis longtemps, c'est une langue que j'ai apprise quand j'ai commencé à apprendre quand je suis entré à l'école, donc vers 5 ans. 5-6 ans. C'est une langue que je parle quand même depuis longtemps. Donc, je ne sens pas toujours de malaise. Parfois, c'est très naturel. Ça a toujours été la langue dans laquelle j'ai écrit. Donc, c'est devenu assez naturel. Cependant, à certains moments, quand j'écris, je peux me rendre compte que ce n'est pas naturel, qu'il y a un blocage. Parce qu'il y a des choses que je veux exprimer parfois dont je sens qu'elles s'expriment mieux dans les autres langues que je parle. Et pourtant, je dois trouver une manière de les faire advenir dans le français. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que ce n'est pas pleinement ma langue. Donc c'est très mélangé. C'est à la fois ma langue, pleinement, ma langue d'écrivain, mais en même temps, je sens parfois que ça bloque et que je bute sur un certain nombre de choses qui viennent du fait que ce n'est pas ma langue maternelle et que ce n'est pas la langue que j'ai pratiquée depuis que j'ai 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, que ce n'est pas la langue que j'ai entendue quand j'étais dans le ventre de ma mère
et que ce n'est pas la langue dans laquelle je suis né, tout simplement. Donc, voilà, il y a à la fois une maîtrise et à la fois un malaise. Ce sont les deux qui sont mêlés, qui font, je pense, la particularité aussi de ce que je tente d'écrire. Je pense qu'à certains moments, ça se sent que c'est ma langue. Et puis à d'autres moments, dans le roman, par exemple, il y a des expressions, des images, des métaphores, une certaine manière d'exprimer les choses, un certain rythme aussi, qui n'est pas propre au français dit classique ou standard, mais qui me vient plutôt peut-être d'un autre imaginaire ou d'autres langues que je porte en moi. Donc mon rapport au français est à la fois naturel et contrarié, mais c'est une situation ambiguë qui est très intéressante quand on est un écrivain, parce que ça vous force à vous battre aussi avec la langue, et c'est important. Les épisodes qui ont profondément touché les lecteurs coréens comme moi étaient l'histoire du puits de l'écrivain congolais Musimboa, puis dont les parents ont été massacrés, et les 2 actes de l'auto-immolation au Sénégal. Oui. Ces sortes de scènes étaient nombreuses dans l'histoire moderne de la Corée, oui, marquées par la colonisation, la guerre de Corée et la lutte contre les régimes dictatoriaux. Oui, oui. Oui, je pense que ce sont 2 points de rencontre entre le Sénégal et la Corée. Je pense qu'il y en a plusieurs autres, mais ces 2-là sont à la fois tiennent à l'histoire politique. J'ai réfléchi à ce roman comme étant une sorte de lecture ou d'interprétation de l'histoire politique du XXe siècle qui a abouti au XXIe siècle à la question des décolonisations et à la violence que ces décolonisations ont engendré. Et je crois qu'un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, ces décolonisations ont été marquées par une grande violence politique, mais aussi symbolique, et que les peuples ont dû se révolter, être sacrifiés, être condamnés, être brutalisés pour arriver à arracher, en fin de compte, leur liberté. Et je crois que, j'espère en tout cas, je vais voir lors des échanges avec les lecteurs coréens, mais le fait que vous me le disiez me fait plaisir et en même temps je comprends, parce que je crois que tous les pays et tous les peuples qui ont connu à un moment donné une forme de colonisation peuvent se reconnaître dans la question de cette violence-là, qui pose toujours la même question. Lorsqu'on est victime d'une violence historique, politique, à quel prix est-ce qu'on s'en libère? Est-ce que c'est par la violence même ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Ça, je n'ai pas la réponse dans l'absolu, mais ce que l'histoire montre, c'est que souvent, c'est aussi par la violence qu'on se libère, malheureusement, et que cette violence est presque inévitable. Et lorsqu'on est écrivain, il faut évidemment montrer cette violence, essayer de la montrer, essayer de l'approcher, essayer de voir ce qu'elle a eu comme effet dans les esprits, les cœurs, et aussi se poser des questions très concrètes sur l'écriture. Comment est-ce qu'on écrit cette violence-là? Quelle doit être sa traduction dans la langue? Est-ce qu'il faut violenter la langue? Et qu'est-ce que ça signifie, violenter une langue? Est-ce que ça veut dire la déstructurer totalement? Est-ce que ça veut dire insister sur des images très frappantes, très choquantes presque parfois? Et dans ces 2 épisodes que vous racontez, c'était des enjeux d'écriture vraiment. Comment montrer cette violence-là, physique, mais aussi métaphysique, spirituelle. Et ça, c'était important. C'est une question importante toujours pour moi depuis que j'écris. Vous avez dit autrefois, lors d'une interview, que la colonisation est une épine plantée dans la chair des anciens colonisés. La violence qui persiste encore aux 4 coins du monde reste enracinée dans la chair des victimes. Et pourriez-vous nous dire comment devrait-on vivre avec cette épine plantée en chacun de nous? Je crois que chacun de nous doit inventer une manière, trouver une manière apaisée de vivre. Mais l'apaisement ici ne signifie pas l'oubli. Ça signifie simplement
une conscience forte du passé et une lutte dans le présent pour que ce passé ne se reproduise plus. Évidemment, c'est un travail que les colonisés, ceux qui ont été victimes, doivent faire, mais c'est un travail aussi que ceux qui ont colonisé et qui ont fait subir ces violences-là doivent aussi faire. C'est un travail qui se joue toujours sur deux plans. Et c'est très violent de se dire qu'il n'y a que les personnes violentées qui doivent faire ce travail-là. Je ne pense pas que ce soit vrai et je pense que ça n'aboutit jamais. Ou alors ça aboutit à quelque chose qui ressemble à du ressentiment, qui peut donner lieu à de l'amertume, à de la colère et qui entretient un certain cycle de la violence. Pour que la violence s'apaise, il faut que les deux parties fassent toujours un travail. Après, évidemment, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je pense que les circonstances historiques sont très différentes dans chaque pays, que les réactions, les imaginaires sont très différents dans tous les pays et que selon l'endroit où on se trouve, selon ce qu'on a subi, on réagit toujours de façon très différente. Et ça dépend aussi beaucoup de la distance historique qui s'est passée, du temps historique qui s'est écoulé entre le moment de cette violence-là et le moment présent. Selon qu'on est proche ou plus éloigné, la relation avec le traumatisme de cette violence-là est différente. Et ça, je le comprends parce que je suis né au Sénégal, je vois ce que ça produit, mais j'ai voyagé aussi dans quelques autres pays où il y a eu beaucoup de violences liées à la question coloniale et je vois que les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Mais ce qui me semble en tout cas important, c'est de ne pas céder au ressentiment, c'est de ne pas céder uniquement à la colère, parce que c'est un effet encore très pervers de la violence qu'on a subie, qu'elle parvienne encore à nous mettre en colère au point qu'on veuille se venger. En fait, c'est la question de la vengeance qu'il faut éviter. Il faut réfléchir à l'égalité, réfléchir à la justice, réfléchir parfois à la question de la réparation, réfléchir au nouveau dialogue possible politiquement. On peut réfléchir à tout cela, mais je pense qu'il faut surtout éviter la vengeance parce que cela ne mène pas à grand-chose. Et c'est encore accorder beaucoup de pouvoir à celui qui nous a colonisés que de toujours se mettre en colère contre lui et de vouloir se venger. Pour conclure, quels sont vos futurs projets littéraires? Je ne sais pas. Pour être tout à fait honnête, je dois y réfléchir. Depuis la publication du roman, depuis le prix et les traductions qui ont suivi, je voyage beaucoup. Donc je n'ai pas encore le temps de me remettre dans un nouveau projet. Ça prend beaucoup de temps finalement de voyager, de rencontrer. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai que ça m'empêche vraiment d'écrire, de me remettre au travail. Mais j'espère que cette année ou à la fin de cette année, je recommencerai d'autres projets. Pour l'instant, je n'en ai pas un qui est précis dans mon esprit. J'ai quelques idées comme ça. Mais le temps que je traverse en ce moment, les voyages, les rencontres, les découvertes, les traductions, les discussions avec les lecteurs du monde, je pense, seront au cœur de mon prochain travail. Ça aura en tout cas une certaine influence, je pense. Mais pour l'instant, je profite de l'occasion, des occasions que ce livre me donne de rencontrer des lecteurs un peu partout dans le monde. Oui, en tant que lectrice, j'attendrai votre prochain ouvrage. Merci beaucoup et puis j'espère qu'il sera, comme celui-là, traduit aussi en coréen. Merci beaucoup, M. Sa. Merci beaucoup. Kamsahamnida. 감사합니다.